Aveline Kerbrat descend d'une voiture de louage sous la pluie bretonne. Ses mains tremblent en serrant la poignée de son sac de voyage. Devant elle se dresse le château de Kergalan. Un homme en habit sombre l'observe depuis la fenêtre du grand salon. Son visage se fige. Il ferme les yeux. Il murmure un prénom que personne n'entend. Derrière lui, une jeune servante chuchote à l'oreille du majordome, depuis quand le duc l'aime. Le vieil homme ne détourne pas le regard de la scène. Il répond d'une voix calme, depuis avant son arrivée. Aveline lève les yeux vers le château. Elle ne sait pas encore que cet homme la cherche depuis 15 ans. Le carrosse s'arrêta dans un grincement de bois mouillé. Aveline Kerbrat posa le pied sur le sol de gravier détrempé et sentit immédiatement l'odeur salée de l'océan mêlée à celle de la terre humide. La brume enveloppait le domaine de Kergalan comme un linceul gris et doux. Elle avait voyagé toute la nuit depuis Quimper. Ses vêtements étaient froissés. Ses cheveux au burn échappaient en mèches rebelles de son chignon serré. Elle portait une robe de laine sombre, sans ornement qui marquait sa condition, ni noble, ni domestique. Quelque chose entre les deux. Une femme de savoir, une botiquaire, une restauratrice de sol. Le château se dressait devant elle, 3 étages de pierre grise, des fenêtres hautes et étroites, des tourelles aux toits d'ardoise noircies par les pluies atlantiques. Ce n'était pas un château de conte de fées. C'était une forteresse administrative, un lieu de gestion, de contrôle, de pouvoir discret et ancien. Aveline inspira profondément. Elle avait accepté cette mission par nécessité. Les terres côtières du duc Théodore de Kergalan étaient ravagées par l'érosion saline. Les récoltes périssaient. Les fermiers se plaignaient. On avait besoin d'une spécialiste des sols et des plantes résistantes. Elle était l'une des rares femmes en Bretagne à posséder cette compétence. Elle avait étudié auprès d'un vieux botaniste de Rennes. Elle avait lu des traités allemands et anglais. Elle savait analyser la composition chimique d'un sol. Elle savait quelles plantes pouvaient survivre au sel et au vent. Mais elle savait aussi autre chose. Elle savait que son nom portait une tache. Kerbrat, le nom de sa mère. Une herboriste accusée autrefois de relations inappropriées avec un noble de la région. Une femme morte dans l'opprobre et la solitude. Aveline avait grandi dans l'ombre de cette rumeur. Elle avait appris à marcher la tête haute tout en évitant les regards. Elle avait appris à transformer la honte en silence. Et le silence en force. Un domestique en livrée noire s'avança vers elle. Il était jeune. Il avait un visage rond et des yeux curieux. Mademoiselle Kerbrat. Oui, bienvenue à Kergalan. Je m'appelle Yves. Je vais porter vos affaires. Il saisit son sac avec une politesse mécanique. Aveline le suivit vers le perron. Les marches de pierre étaient glissantes. Elle releva légèrement sa jupe pour ne pas trébucher. En haut des marches, la porte principale s'ouvrit. Un homme âgé apparut. Il portait une redingote sombre impeccablement ajustée. Ses cheveux blancs étaient coiffés en arrière. Son visage était sévère, mais non cruel. C'était le majordome. Elle le comprit immédiatement à sa posture. « Mademoiselle Kerbrat, je suis Monsieur Loïc, majordome de cette maison. Le duc vous attend. Merci. » Elle franchit le seuil. Le hall d'entrée était vaste et froid. Un escalier de bois sombre montait vers les étages supérieurs. Des portraits de famille ornaient les murs. Des hommes en uniforme militaire. Des femmes en robe de soie. Des visages pâles et distants. Aveline sentit le poids de ses regards peints. Elle ne leur appartenait pas. Elle n'appartiendrait jamais à ce monde. Monsieur Loïc la guida vers un salon latéral. Il frappa 2 coups discrets à la porte. Entrez. La voix était grave, calme. Aveline entra. Le salon était meublé sobrement. Un bureau en chêne massif, 2 fauteuils de cuir, une bibliothèque remplie de registres et de cartes. Et debout près de la fenêtre, un homme. Il lui tournait le dos. Il regardait vers l'extérieur, vers la brume, vers l'océan invisible. Il portait une veste de laine grise et un pantalon sombre. Ses cheveux châtains étaient légèrement argentés aux tempes. Il avait les épaules larges mais non rigides. Il y avait quelque chose de tendu dans sa posture, comme s'il attendait quelque chose depuis longtemps. Aveline resta immobile près de la porte. Elle attendit qu'il se retourne, mais il ne le fit pas. « Bonjour, Mademoiselle Kerbrat. » Il avait parlé sans bouger. Sa voix était étrange. Elle tremblait légèrement, comme s'il retenait quelque chose. « Bonjour, monsieur le duc. » Il y eut un silence, long, trop long, puis il se retourna lentement, et Aveline vit son visage. Il avait environ 43 ans, des traits réguliers, un front haute, des yeux gris verts qui la fixaient avec une intensité troublante. Mais ce n'était pas son apparence qui la frappa, c'était son expression. Il la regardait comme s'il la reconnaissait, comme s'il la connaissait depuis toujours, comme si elle n'était pas une étrangère.
mais un souvenir incarné. Vous êtes venu, oui. Vous m'avez fait appeler, je sais. Il s'approcha lentement, il ne souriait pas. Il ne tendait pas la main, il se contentait de la regarder, de l'étudier. Aveline sentit une gêne monter en elle. Ce n'était pas un regard de désir, ce n'était pas non plus un regard de mépris. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus douloureux. Votre voix, pardon, votre voix. Je l'ai reconnue avant même de voir votre visage. Avelini Franca, les Sorcels. Elle ne comprenait pas. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle en était certaine. Elle aurait retenu un homme comme lui, un duc, un noble. Elle aurait retenu ce regard. Je ne comprends pas, monsieur le duc. Pas encore. Il recula légèrement. Il fit un geste vers les fauteuils. Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. Avelini s'assit. Elle croisa les mains sur ses genoux. Elle attendit. Le duc restait debout. Il semblait incapable de se poser. Il marchait lentement dans la pièce, comme un homme qui portait un poids invisible. Vos terres sont en mauvais état, monsieur le duc. J'ai lu le rapport que vous m'avez envoyé. L'érosion saline est avancée. Les cultures traditionnelles ne tiennent plus. Il faudra introduire des plantes résistantes. Du Chiendent Maritime, de l'Oya, peut-être de la salicorne si le sol le permet. Oui, faites ce qu'il faut. Vous avez carte blanche. Cela prendra du temps. J'ai du temps. Il s'arrêta devant la fenêtre. Il posa une main sur le cadre de bois. Il semblait fatigué. Pas physiquement, moralement. Vous logerez ici, au château. Je pensais loger au village. Non, ici il se retourna. Son regard était ferme. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Mais un ordre prononcé avec une douceur étrange. Pourquoi? Parce que je le souhaite. Aveline ne répondit pas. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de non dit, quelque chose de lourd. Mais elle n'avait pas encore les mots pour le nommer. Le soir même, Aveline fut installée dans une chambre du 2e étage. Elle était petite mais confortable. Un lit à baldaquin, une armoire en bois sombre, une fenêtre donnant sur les jardins intérieurs. Elle posa son sac sur le lit. Elle s'assit lentement. Elle ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, Marguerite Kerbrat, herboriste, guérisseuse, femme de savoir et de silence, accusée autrefois d'avoir eu une liaison avec un noble de la région, chassée, méprisée, morte seule dans une cabane près de la côte. Aveline avait 16 ans quand elle était morte. Elle se souvenait de son visage creusé par la maladie, de ses mains tremblantes, de ses derniers mots « Ne les laisse jamais te voler ta dignité ». Aveline avait tenu cette promesse. Elle avait étudié, elle avait travaillé, elle avait refusé de courber la tête, mais elle n'avait jamais oublié, elle n'avait jamais pardonné. Elle portait cette blessure comme une cicatrice invisible, et maintenant elle se trouvait dans le château d'un duc, un homme qui la regardait comme s'il la connaissait, comme s'il lui devait quelque chose. On frappa à la porte. Oui, Anjun Sevanti entra. Elle avait 18 ans tout au plus, des cheveux blonds tressés, des yeux bleus timides. Elle portait un plateau avec du pain, du fromage et une carafe d'eau. « Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Jeanne, je vous apporte de quoi souper. »« Merci, Jeanne. » La jeune fille posa le plateau sur la petite table près de la fenêtre. Elle hésita. Elle semblait vouloir dire quelque chose. Avelini la regarda. Quelque chose ne va pas. Non, mademoiselle, c'est juste que... Quoi? Les domestiques parlant. Ils disent que le duc vous regarde d'une manière étrange, comme s'il vous connaissait, mais personne ne vous a jamais vu ici. Aveline ne répondit pas. Jeanne rougit légèrement. Pardon, mademoiselle, je ne voulais pas être impolie. Ce n'est rien. Jeanne se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. Mademoiselle? Oui. Depuis quand le duc vous aime? Avelini Restafigi. La question était si directe, si brutale, si naïve aussi. Jeanne sembla réaliser l'audace de ses mots. Elle baissa les yeux. Pardon, je n'aurais pas dû. Elle sortit rapidement. Avelini reste seule. Elle s'approcha de la fenêtre. Elle regarda vers l'extérieur. La nuit tombait. La brume s'épaississait. Au loin, elle entendait le bruit sourd de l'océan. Elle pensa à la question de Jeanne. Depuis quand le duc l'aimait-il? Elle ne savait même pas s'il m'aimait. Elle ne savait rien de lui. Rien de ce qu'il voulait, rien de ce qu'il cachait. Mais elle savait une chose. Il la regardait comme un homme qui portait une dette. Et cela la mettait profondément mal à l'aise. Le lendemain matin, Aveline commença son travail. Elle se rendit sur les terres côtières accompagnée d'un contremaître nommé Pierrick. C'était un homme trapu et silencieux. Il connaissait chaque parcelle du domaine. Il lui montra les champs ravagés par le sel, les cultures mortes,
Les sols craquelaient. Avellini s'agenouilla. Elle prit une poignée de terre dans sa main. Elle la sentit. Elle la goûta du bout de la langue. Pierrick la regarda avec surprise. « Vous goûtez la terre, c'est le seul moyen de savoir. » Elle recracha. Elle essuya sa bouche avec un mouchoir. Le sel est profond. I'll fodder drainer. Introduire des plantes pionnières, puis attendre. Combien de temps? 2 ans, peut-être 3. Pierrick hocha la tête. Il semblait résigné. Avellini s'y reliva. Elle regarda vers l'horizon. L'océan était gris et agité. Le vent soufflait fort. Elle sentit quelque chose, une présence. Elle se retourna. Le duc était là, à une dizaine de mètres. Il se tenait debout près d'un muret de pierre. Il la regardait. Il ne disait rien, il ne bougeait pas. Il observait simplement. Avellini franca les sourcils. Pierrick suivit son regard. Il salua le duc d'un signe de tête. Le duc répondit, mais il ne s'approcha pas. I'll resta à distance, comme s'il voulait être là sans s'imposer. Avellini détourna le regard. Elle continua son travail, mais elle sentait son regard sur elle. Constant, peasant, troublant. Cela dura toute la matinée. Partout où elle allait, il était là, jamais trop près, jamais trop loin, comme une ombre, comme un gardien, comme un homme qui attendait quelque chose. Finalement, Aveline s'arrêta. Elle se tourna vers lui. Elle marcha vers lui. Il ne bougea pas. Il attendit. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui. « Pourquoi me suivez-vous? Je ne vous suis pas. Alors que faites-vous? » « Je regarde. Pourquoi ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il semblait chercher ses mots. Puis il dit simplement « Parce que je ne peux pas faire autrement. » Aveline sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus complexe. Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Vous me mettez mal à l'aise, monsieur le duc ?»« Je sais. Alors arrêtez. Je ne peux pas. » Il y eut un silence. Long charge. Puis le duc fit un pas en arrière. « Pardonnez-moi. Je vais rentrer. » Il se détourna. I'll mark lentement vers le château. Avellini le regarda partir. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait rien. Les jours passèrent. Aveline travaillait du matin au soir. Elle analysait les sols. Elle prenait des notes. Elle dessinait des plans de plantation. Elle discutait avec les fermiers. Elle gagnait leur confiance. Elle était compétente, précise, respectueuse. Ils l'appréciaient, mais il parlait aussi. Il murmurait. Il se demandait pourquoi le duc la regardait ainsi. Pourquoi il venait chaque jour sur les terres. Pourquoi il ne la quittait pas des yeux. Le village aussi parlait. Aveline la prit par Jeanne. La jeune servante venait chaque soir lui apporter son repas. Et chaque soir, elle racontait les rumeurs, les commérages, les jugements. Ils disent qu'une femme du peuple au château, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça rappelle des choses, des histoires anciennes, des scandales. Avellini serra les poings. Elle savait de quoi il parlait. Il parlait de sa mère, de la rumeur, de la tâche. Elle était marquée. Et maintenant, elle portait cette marque dans le château d'un duc. Elle était une menace, une provocation, un rappel vivant de ce que la noblesse voulait oublier. Un soir, alors qu'elle dînait seule dans sa chambre, on frappa à la porte. Ce n'était pas Jeanne, c'était Monsieur Loïc, le majordome. Il entra avec une enveloppe scellée. « Le duc souhaite que vous lisiez ceci. » Aveline prit l'enveloppe. Elle était lourde. Le sceau était celui de la famille de Kergalan. Elle regarda Monsieur Loïc. « Qu'est-ce que c'est ?»« J.E. Eleanor, mademoiselle. » Il sortit. Avellini brissa le sceau. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. L'écriture était ferme, élégante. Elle commença à lire. « Mademoiselle Kerbrat, je vous écris ces mots parce que je ne peux pas les prononcer en votre présence. Je vous écris parce que je vous dois la vérité. Mais je ne sais pas si vous êtes prête à l'entendre. Il y a 15 ans, j'ai commis une erreur. Non, ce n'est pas le bon mot. J'ai commis une lâcheté. J'ai laissé ma famille détruire la réputation d'une femme innocente pour protéger l'honneur d'un cousin libertin. Cette femme s'appelait Marguerite Kerbrat, votre mère. » Aveline s'arrêta de lire. Son cœur battait violemment. Ses mains tremblaient. Elle reprit. « Je ne l'ai pas fait moi-même, mais je n'ai rien fait pour l'empêcher. J'étais jeune, j'étais faible, j'avais peur de déplaire à mon père. J'ai laissé faire, et elle est morte dans la honte, à cause de mon silence. Je porte cette culpabilité depuis 15 ans. Je la porte comme une pierre dans ma poitrine. Et quand j'ai appris que vous existiez, que vous étiez devenue une femme de savoir, une femme de dignité, j'ai su que je devais réparer, pas pour me libérer. Mais parce que c'est juste, je vous ai fait venir ici pour vous offrir ce que je peux,
du travail, du respect, une place. Mais je sais que ce n'est pas assez. Je sais que rien ne pourra effacer ce qui a été fait. Je vous demande simplement de me laisser essayer. Théodore de Kergalan. Aveline laissa tomber la lettre sur le lit. Elle porta une main à sa bouche. Elle sentit les larmes monter. Elle ne pleurait pas souvent. Mais là, elle ne put s'en empêcher. Elle pleura pour sa mère, pour la honte, pour la solitude, pour toutes ces années perdues. Et elle pleura aussi pour cet homme, pour ce duc qui portait une culpabilité qui n'était pas entièrement la sienne, pour cet homme qui la regardait comme s'il cherchait à se faire pardonner quelque chose. Elle comprit soudain. Il ne l'aimait pas. Il lui devait. Et cela changeait tout. Le lendemain, Aveline ne descendit pas pour le petit déjeuner. Elle resta dans sa chambre. Elle réfléchit. Elle pesa chaque mot de la lettre. Elle se demanda ce qu'elle devait faire. Partir, rester, affronter le duc, ignorer la lettre. Elle ne savait pas. Elle était perdue. En fin de matinée, on frappa à la porte. C'était Jeanne. « Mademoiselle, le duc demande à vous voir, dans la bibliothèque. » Aveline hésita, puis elle hocha la tête. « J'arrive. » Elle se prépara lentement. Elle se lava le visage. Elle refit son chignon. Elle enfila sa robe la plus sobre. Puis elle descendit. Monsieur Loïc l'attendait en bas de l'escalier. Il la guida vers une aile du château qu'elle n'avait jamais visitée. Ils traversèrent un long couloir. Puis il s'arrêta devant une porte de chêne massif. Il frappa 2 coups. Entrez. Aveline y poussa la porte. La bibliothèque était vaste. Des étagères montaient jusqu'au plafond, des milliers de livres, des registres, des cartes, une odeur de papier ancien et de cire. Le duc était assis à une grande table, devant lui un herbier ouvert. Il leva les yeux vers elle. Il ne sourit pas. Il semblait épuisé. « Vous avez lu ma lettre? Oui. Vous êtes en colère? Non. » Il fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que la colère ne change rien. Il baissa les yeux. « I'll firma el herbier lentement. » J'ai quelque chose à vous montrer. Il se leva. Il fit signe à Aveline de s'approcher. Elle obéit. I'll rouvre el herbier. Il tourna les pages lentement. Puis il s'arrêta sur une page précise. Aveline regarda. C'était une planche de sauge séchée, à côté des annotations manuscrites. Elle reconnut l'écriture, celle de la lettre, celle du duc. Elle lut. Remède administré lors d'une nuit de tempête. Sauge et miel salé. Préparé par une jeune fille aux cheveux auburn. Elle avait 15 ans. Elle m'a sauvé la vie. Je ne connaissais pas son nom, mais je n'ai jamais oublié sa voix. Aveline s'arrêta de respirer. Elle leva les yeux vers le duc. Il la regardait. Il attendait. Elle chercha dans sa mémoire. Une nuit de tempête. 15 ans plus tôt. Elle avait 15 ans. Elle était sortie chercher des herbes près du phare. Elle avait trouvé un homme étendu sur le sol, rampé. Février. Elle l'avait ramené dans la cabane de sa mère. Elle avait préparé un remède. Elle l'avait veillé toute la nuit. Au matin, il était parti. Elle ne l'avait jamais revu. Elle ne savait pas qui il était. C'était vous, oui. Vous ne m'avez rien dit. Non, pourquoi? Parce que je ne savais pas comment, parce que j'avais honte, parce que je vous devais déjà tellement. Aveline recula. Elle sentit une vague de chaleur et de froid en même temps. Elle sentit quelque chose se briser en elle, ou peut-être se reconstruire. Elle ne savait pas. Vous me cherchiez? Oui. Depuis 15 ans? Oui. Pourquoi? Il ne répondit pas immédiatement. I'll firma less you. Il prit une longue inspiration. Puis il dit simplement, parce que je vous devais la vérité. Et parce que je ne pouvais pas oublier votre voix. Aveline sentit les larmes monter à nouveau, mais elle les retint. Elle ne voulait pas pleurer devant lui. Elle ne voulait pas lui donner cette victoire. Elle se détourna. Elle marcha vers la porte. Elle s'arrêta. Elle posa une main sur la poignée, puis elle dit sans se retourner, « Vous ne me devez rien, monsieur le duc. Ma mère est morte. Rien ne la ramènera. Et je ne suis pas un moyen de vous racheter. » Elle sortit. Elle referma la porte derrière elle. Elle marcha rapidement dans le couloir. Elle monta les escaliers. Elle entra dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit et là, enfin, elle pleura. Elle pleura longtemps. Elle pleura pour tout. Pour sa mère, pour elle-même, pour cet homme qui portait une culpabilité trop lourde, et pour cette vérité qu'elle venait de découvrir. Une vérité qui changeait tout, qui expliquait tout, mais qui ne réparait rien. Les jours suivants, Aveline évita le duc. Elle sortait tôt le matin. Elle rentrait tard le soir. Elle mangeait dans sa chambre. Elle ne parlait qu'aux fermiers et aux domestiques. Elle travaillait sans relâche. Elle plantait. Elle drainait. Elle observait. Elle notait. Elle se perdait dans le travail. C'était le seul moyen de ne pas penser, de ne pas sentir. Mais le château parlait. Les domestiques murmuraient. Jeanne venait chaque soir. Elle racontait.
La tante du duc était arrivée, une femme sévère et rigide. Elle posait des questions, elle exigeait des réponses. Elle voulait savoir qui était cette femme, pourquoi elle logeait au château, pourquoi le duc la traitait avec tant de respect. Les rumeurs enflaient. On parlait de scandale, on parlait de répétition. On disait « encore une femme du peuple, encore une histoire qui finira mal ». Un soir, Monsieur Loïc frappa à la porte d'Yovany. « Mademoiselle, le duc convoque un conseil familial demain après-midi. Il souhaite que vous y assistiez. » Aveline Pallet. Pourquoi? Je l'ignore, mais il insiste. Aveline ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le noir. Elle regardait le plafond. Elle savait ce qui allait se passer. On allait exiger son départ. On allait invoquer la bienséance, les convenances, la réputation, et elle partirait. Elle n'avait pas le choix. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle ne l'avait jamais fait. Le lendemain après-midi, elle descendit au salon principal. La pièce était grande et froide. Des portraits de famille ornaient les murs. Une longue table était dressée. Plusieurs personnes étaient déjà assises. La tante du duc, un homme âgé en habit militaire, une femme élégante aux cheveux gris. Tous la regardèrent entrer. Leur visage était fermé. Hostels. Aveline s'assit à l'extrémité de la table. Elle garda les mains croisées sur ses genoux. Elle ne dit rien. Le duc entra. Il portait un habit sombre. Son visage était pâle. Il s'assit en bout de table. Il regarda chacun des présents, puis il prit la parole. « Merci d'être venu. Je vous ai réunis pour une raison précise. » La tante du duc l'interrompit. « Théodore, nous savons pourquoi nous sommes ici. Cette femme doit partir. Sa présence est inappropriée. Elle rappelle des choses que nous voulons oublier. Quelle chose, ma tante? Tu le sais très bien. Non. Dites-le. » La tante Sarah Leslevraz. Elle jeta un regard vers Aveline. Puis elle dit froidement, sa mère était une femme de mauvaise réputation. Elle a été impliquée dans un scandale avec notre famille. Nous ne pouvons pas accepter que sa fille vive sous notre toit. Le duc hocha lentement la tête. Il posa les mains sur la table. Il regarda sa tante droit dans les yeux. Vous avez raison. Il y a eu un scandale. Mais vous vous trompez sur un point. Marguerite Kerbratt n'était pas une femme de mauvaise réputation. Elle était une femme innocente. Et notre famille l'a détruite. Unsilence tomba, Lord Glacial. La tante pâlit. Que dis-tu? Je dis la vérité. Notre cousin Armand a eu une liaison avec une femme mariée. Quand le mari a découvert la vérité, Armand a accusé Marguerite Kerbratt pour détourner les soupçons. Notre famille a soutenu ce mensonge. Nous avons propagé la rumeur. Nous avons détruit sa réputation. Et elle est morte seule et méprisée, à cause de nous. Le vieil homme en habit militaire se leva brusquement. C'est absurde. Tu n'as aucune preuve? J'ai les lettres d'Armand. Je les ai trouvées dans les archives familiales. Il avoue tout. Il se vante même de son mensonge. Le duc sortit une liasse de lettres de sa poche. Il les posa sur la table. Personne ne bougea. Personne n'y parla. Aveline sentit son cœur battre violemment. Elle regardait le duc. Il ne la regardait pas. Il regardait sa famille. Il regardait ces gens qui avaient détruit sa mère. Je vais faire inscrire dans les actes paroissiaux et familiaux une restitution officielle de l'honneur de Marguerite Kerbratt. Je vais financer une plaque commémorative dans l'église du village. Et je vais offrir une compensation financière à sa fille. La tante se leva. Elle tremblait de colère. Tu es fou. Tu vas nous couvrir de honte. Tu vas perdre toutes tes alliances. Alors je les perdrai. Pourquoi? Pour cette femme. Non, pour la vérité. La tante le fixa longuement. Puis elle se détourna. Elle quitta la pièce sans un mot. Le vieil homme la suivit. La femme aux cheveux gris resta un instant. Elle regarda le duc. Puis elle dit doucement, « Tu fais ce qui est juste, Théodore, mais tu vas payer cher. Je sais. » Elle sortit à son tour. Aveline resta seule avec le duc. Elle ne bougeait pas. Elle ne respirait presque plus. Le duc se tourna enfin vers elle. Il la regarda. Il ne souriait pas. Il semblait épuisé, vidé. « Je suis désolé. Pourquoi? Parce que j'aurais dû le faire il y a 15 ans. » Aveline sentit les larmes monter. Mais elle ne pleura pas. Elle se leva lentement. Elle marcha vers lui. Elle s'arrêta devant lui. Elle le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas une déclaration d'amour, n'est-ce pas? Non, c'est un acte de justice. Oui, elle hocha la tête, elle se détourna. Elle marcha vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta. Elle dit sans se retourner, « Merci », elle sortit. Elle monta dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit, elle ferma les yeux. Elle sentit quelque chose se libérer en elle, quelque chose de lourd, de douloureux, quelque chose qu'elle portait depuis toujours, la honte,
la culpabilité héritée, le poids du nom de sa mère. Tout cela se dissolvait lentement, pas complètement, mais suffisamment pour qu'elle puisse respirer à nouveau. Le soir tomba. Aveline ne descendit pas pour le dîner. Elle resta dans sa chambre. Elle regardait par la fenêtre. La brume revenait. Elle enveloppait le château comme un voile. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à cet homme qui venait de sacrifier sa réputation pour réparer une injustice. Elle pensa à cette vérité qu'il avait révélée. Et elle se demanda pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi pour elle? Elle se leva. Elle enfila son châle. Elle sortit de sa chambre. Elle descendit l'escalier. Elle traversa Lou Hall. Elle sortit du château. L'air était froid et humide. Elle marcha lentement vers le chemin côtier. Elle connaissait ce chemin. Elle l'avait emprunté 1000 fois dans son enfance. Il menait au phare. Le phare où tout avait commencé. Le phare où elle avait sauvé un homme qu'elle ne connaissait pas. Le phare où elle avait donné sans savoir, sans attendre, sans espérer. Elle arriva au pied du phare. La lumière tournait lentement. Elle projetait des ombres mouvantes sur les rochers. Aveline assassit sur un muret de pierre. Elle regarda l'océan. Elle écouta le bruit des vagues. Elle sentit le vent salé sur son visage. Elle ferma les yeux. Elle pensa à tout, à sa mère, au duc, à cette dette, à cette justice, à cet amour qui n'en était peut-être pas un. Vous êtes venu ici. Aveline ouvrit les yeux. Le duc était là, debout à quelques mètres d'elle. Il portait un manteau sombre. Ses cheveux étaient mouillés par la brume. Il la regardait, comme toujours, avec cette intensité troublante. Oui, pourquoi? Parce que c'est ici que tout a commencé. Il s'approcha lentement. Il s'assit à côté d'elle sur le muret. Il ne dit rien pendant un long moment. Ils restèrent là, côte à côte. In silence. Le phare tournait. L'océan grondait. Le vent soufflait. Puis le duc parla. Sa voix était basse, presque un murmure. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour me racheter. Alors pourquoi? Parce que je vous cherchais. Pourquoi me cherchiez-vous » Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'océan, puis il dit lentement « Parce que je ne pouvais pas oublier votre voix, parce que je ne pouvais pas oublier votre geste, parce que vous m'avez sauvé sans rien demander, sans rien attendre, et parce que j'ai passé 15 ans à me demander qui vous étiez. » Aveline sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous ne me connaissez pas. » « Non, mais je vous ai cherché. J'ai cherché votre nom, j'ai cherché votre histoire. Et quand j'ai découvert qui vous étiez, quand j'ai découvert ce que ma famille avait fait à votre mère, j'ai su que je devais réparer, pas pour me libérer, mais parce que c'était juste. Et maintenant je ne sais pas. » Il se tourna vers elle. Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas si je vous aime. Je ne sais pas si ce que je ressens est de l'amour ou de la culpabilité. Je ne sais pas si je vous ai cherché par devoir ou par désir. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vous oublier. » Aveline sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle se leva lentement, elle fit face à l'océan. Elle prit une longue inspiration, puis elle dit d'une voix ferme « Alors aimez-moi sans me réparer, aimez-moi sans dette, aimez-moi pour ce que je suis, pas pour ce que vous me devez. » Le duc se leva à son tour. Il s'approcha d'elle, il se tint derrière elle, il ne la toucha pas. Il dit simplement « Je ne sais pas si je peux, alors ne m'aimez pas. » Il y eut un long silence. Puis Aveline sentit une main sur son épaule, douce, hésitante. Elle se retourna lentement. Le duc était là, tout près. Son visage était grave. Ses yeux étaient humides. Il leva une main. Il effleura sa joue du bout des doigts. Puis il prit son visage entre ses mains, lentement, avec une infinie douceur, et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion. Ce n'était pas un baiser de conquête. C'était un baiser de reconnaissance. Un baiser de vérité. Un baiser qui disait « Je te vois, je te connais, je te dois, mais je te veux aussi, pas pour me racheter, mais parce que je ne peux pas faire autrement. » Aveline ferma les yeux. Elle sentit les larmes couler sur ses joues. Elle sentit les mains du duc trembler contre son visage. Elle sentit son souffle contre sa bouche. Et elle comprit. Il ne l'aimait pas malgré la dette. Il l'aimait à travers elle. Il l'aimait parce qu'elle était la seule personne qui pouvait comprendre ce qu'il portait. La seule personne qui pouvait le libérer. Pas en lui pardonnant, mais en existant. Ils se séparèrent lentement. Le duc recula. Il baissa les yeux. Il dit doucement « Je suis désolé. » Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est juste. Rien n'est juste. Elle prit sa main. Elle la serra doucement. Puis elle dit « Mais c'est réel. » Le phare tourna. La lumière les traversa. Pendant un instant, ils furent illuminés. Puis l'ombre revint. Aveline lâcha ses mains. Elle se détourna. Elle marcha lentement vers le chemin. Le duc ne la suivit pas. Elle resta là,
debout près du phare. Il la regarda partir. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Il se contenta de regarder, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Le lendemain matin, Aveline prépara son sac. Elle plia ses vêtements. Elle rangea ses notes. Elle ferma sa valise. Elle allait partir, pas par fuite, pas par colère, mais par exigence. Elle ne resterait que si la restitution promise était pleinement accomplie. Elle ne resterait que si l'honneur de sa mère était vraiment restauré. Elle ne resterait que si elle pouvait être aimée sans être un moyen de rédemption. On frappa à la porte. C'était Monsieur Loïc. « Mademoiselle, le duc souhaite vous voir. » Sur le perron, Aveline descendit lentement. Elle traversa Lou Hall. Elle sortit sur le perron. Le duc était là. Il portait un habit sombre. Il tenait une enveloppe scellée dans sa main. Derrière lui, tous les domestiques du château étaient assemblés. Monsieur Loïc, Jean, Yves, Pierrick, tous. Il la regardait en silence. Le duc s'avança vers elle. Il tendit l'enveloppe. C'est l'acte de restitution, signé. Cell, enregistré auprès de la paroisse et de la préfecture. L'honneur de votre mère est officiellement restauré. Aveline prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Elle lut. C'était vrai. Tout était là, noir sur blanc. La vérité, la justice, la réparation. Merci, ce n'est pas assez. Non, mais c'est un début. Le duc hocha la tête. Il fit un pas en arrière. Puis il dit assez fort pour que tous entendent « Mademoiselle Kerbrat, je vous demande de rester. Pas comme employée, pas comme obligée, mais comme invitée. Comme égale, comme femme libre. » Aveline le regarda. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais aussi à de la peur. Il attendait. Il ne savait pas ce qu'elle allait répondre. Il ne savait pas si elle allait rester ou partir. Aveline resta silencieuse un long moment. Puis elle dit simplement « Je vais réfléchir ». Elle se détourna. Elle monta dans le carrosse qui l'attendait. Lou Cocker ferma la portière. Le carrosse s'ébranla lentement. Aveline regarda par la fenêtre. Elle vit le duc, débattu sur le perron, immobile. Il ne souriait pas. Il ne pleurait pas. Il la regardait simplement, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Il ne la retenait pas. Il la laissait partir, parce qu'il savait que c'était la seule manière de la garder. Le carrosse s'éloigna. Aveline ferma les yeux. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à cette restitution. Elle pensa à cet homme qui avait sacrifié sa réputation pour réparer une injustice. Et elle pensa à cette question. Pourquoi? Pourquoi avait-il fait cela? Par devoir? Par amour? Par culpabilité? Elle ne savait pas. Peut-être ne le saurait-elle jamais. Mais elle savait une chose. Il l'avait aimée avant de la connaître. Il l'avait aimée avant de comprendre ce qu'était l'amour. Et maintenant il attendait. Sans silence, sans mensonge, sans faux semblant, le carrosse s'arrêta au village. Aveline descendait. Elle marcha lentement vers l'église. Elle entra. Elle s'assit sur un banc. Elle regarda l'autel. Elle pensa à tout. À sa mère, au duc, à cette dette, à cette justice, à cet amour. Et elle se demanda que voulait-elle vraiment partir, rester, se protéger ou se donner une chance. Elle ferma les yeux. Elle pria, pas pour demander, mais pour écouter, pour entendre ce que son cœur lui disait. Et lentement, une réponse vint, pas claire, pas évidente, mais présente. Elle voulait rester, pas parce qu'elle lui devait quelque chose, pas parce qu'elle l'aimait déjà, mais parce qu'elle voulait savoir. Elle voulait savoir si cet amour était réel, si cet homme pouvait l'aimer sans la réparer, si elle pouvait l'aimer sans porter le poids de sa mère. Elle se leva, elle sortit de l'église, elle marcha vers l'auberge du village, elle loua une chambre. Elle y resta 3 jours pour réfléchir, pour peser, pour décider. Et au matin du 4e jour, elle prit sa décision. Elle allait retourner au château, pas pour toujours, pas pour lui, mais pour elle, pour savoir, pour essayer, pour se donner une chance. Elle loua un carrosse. Elle remonta le chemin vers Kergalan. Le château apparut au loin, gris, massif, immuable. Elle descendit du carrosse. Elle monta les marches du perron. La porte s'ouvrit. Monsieur Loïc apparut. Il la regarda. Il ne dit rien, mais il sourit légèrement. Il s'effaça pour la laisser entrer. Le duc est dans la bibliothèque. Aveline hocha la tête. Elle traversa le hall. Elle monta l'escalier. Elle marcha vers la bibliothèque. Elle frappa 2 coups. Elle entendit sa voix. Entrez. Elle poussa la porte. Le duc était assis à la grande table. Il lisait. Il leva les yeux. Il la vit. Il se figea. Il ne bougea pas. Il ne dit rien.
Il attendait. Aveline entra. Elle ferma la porte derrière elle. Elle s'approcha lentement. Elle s'arrêta devant lui. Elle le regarda. Elle dit simplement « Je suis revenue. Pourquoi ? Parce que je veux savoir. » « Savoir quoi ? Si vous pouvez m'aimer sans me réparer. » Le duc se leva lentement. I'll fit le tour de la table. Il s'arrêta devant elle. Il prit sa main. Il la porta lentement à ses lèvres. Il embrassa ses doigts. Lentement, avec une infinie douceur. Comme on embrasse une dame de la noblesse. Comme on embrasse une égale. Puis il murmura « Je vous attendrai sans silence. » Aveline sentit les larmes monter. Mais cette fois, elle les laissa couler. Elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement, parce qu'elles n'étaient plus des larmes de douleur. Elles étaient des larmes de libération, de vérité, d'espoir. Dans la cuisine du château, Jeanne préparait le thé. Elle regardait par la fenêtre. Elle vit Aveline et le duc marcher côte à côte dans le jardin. Elle sourit. Elle se tourna vers Monsieur Loïc. Alors Monsieur Loïc, depuis quand le duc l'aime? Le vieil homme posa lentement sa tasse. Il regarda par la fenêtre. I'll observe le duc et Aveline. Puis il dit doucement, il ne l'aimait pas avant de la connaître. Il l'aimait avant de comprendre ce qu'était l'amour. Jean Franca, les sorcels. Je ne comprends pas, tu comprendras un jour. Il se leva. Il sortit de la cuisine. Jean resta seule. Elle regarda à nouveau par la fenêtre. Elle vit le duc prendre la main d'Aveline. Elle vit Aveline sourire. Et elle comprit, pas tout, mais suffisamment. L'amour n'était pas un coup de foudre. L'amour n'était pas une promesse. L'amour était une reconnaissance, une vérité, une libération. Au loin, le phare continuait de tourner. Il projetait sa lumière sur l'océan. Il n'éclairait plus pour chercher. Il éclairait pour guider. Et dans le jardin du château, deux silhouettes marchaient lentement, côte à côte, sans se toucher, mais ensemble, unis par une dette, par une justice, par un amour qui n'était pas né d'un coup, mais qui était né avant la rencontre, avant la connaissance, avant la compréhension. Un amour qui attendait, qui guettait, qui espérait, et qui maintenant enfin pouvait exister